Eh bien, bonsoir et encore une fois, bienvenue à Rayon d'influence, le magazine littéraire consacré aux auteurs de Chaudière-Appalaches et enregistré ici à la bouquinerie L'Oméga à Thetford Mines. La formule est toujours la même, deux invités pour nous parler de leurs livres. Cette semaine, mes deux invités sont beaucerons, bien qu'un des deux vive à Irlande. Florian Fortin. Florian Fortin est ici pour un ouvrage intitulé, et là je lis, « Légende d'Irlande au roi Gnome » d'Aerolf. Et non, ce n'est pas une erreur de lecture de ma part, c'est véritablement comme ça que c'est écrit en couverture, c'est le titre. D'ailleurs, on va en discuter aussi de ces jeux d'orthographe. C'est publié aux éditions du Mécène. Le second ouvrage est également publié au Mécène et lui s'intitule « L'espoir est une source de vie ». C'est signé Marie-Louis Bolduc. Il s'agit d'un récit autobiographique, un récit qui nous fait voyager dans le temps, dans une époque pas si lointaine, mais vous verrez ô combien différente. Mais d'abord, M. Florian Fortin. M. Fortin, bienvenue sur le plateau de Rayon d'influence. Bonsoir. Bonsoir. Avant qu'on parle de votre livre, habituellement, on se concentre sur le livre et l'auteur à la fin. On va faire exception, on va parler un petit peu de vous, avec ce qui est écrit en quatrième de couverture. Après un baccalauréat SR, des études en littérature, Florian Fortin a poursuivi sa formation en pédagogie, en géographie, en administration des affaires et en éducation. Il a fait carrière en enseignement et en gestion avant d'accéder à une paisible retraite que les esprits viennent parfois hanter. Est-ce que, M. Fortin, on peut dire que vous êtes un touche-à-tout? On peut le dire, effectivement, parce que j'ai été obligé de couper là-dedans. J'ai résumé un peu ma carrière et mes études. Parce que j'ai un cours de préparation au mariage. J'ai pas fait la maternelle, à mon temps, ça n'existait pas. Mais j'ai fait beaucoup d'autres études qui m'ont amené à mes compétences que j'ai utilisées à peu près dans tous les domaines par la suite. C'est un peu pour ça que votre livre foisonne d'histoires, je dirais, incroyables ou du moins fantastiques. Parle-nous-en un petit peu. Alors, le livre, c'est d'abord la réalité. Tout ce qui est écrit là-dedans est vrai. C'est vrai parce que moi, je suis un scientifique, là, c'est vrai, j'ai vérifié à 3 sources. Les histoires m'ont été racontées par des gnomes et eux ne se trompent jamais. Ils trompent les autres, mais ils ne se trompent jamais. Et c'est écrit dans le livre, donc c'est vrai, comme ce qui est écrit dans la presse. Et également, mais là, maintenant, vous le connaissez et c'est la 3e source, donc tout ce qui est là est vrai. Bien sûr que j'y ai cru immédiatement dès la première page. Mais c'est votre premier ouvrage. Publié, oui. J'ai fait des choses moins sérieuses en pédagogie ou des choses comme ça. Mais là, ouvrage publié là, de ce type-là, oui, c'est le premier. Qui se veut, là, un peu un mélange de réalité et de fantastique, de fantaisiste surtout. Oui, ça, la réalité est là. Mais entre vous puis moi, là, c'est le fantaisiste qui prend tout l'espace. Effectivement, c'est le but, là. Sinon, je n'aurais pas écrit. Est-ce qu'on peut parler d'une catégorie littérature jeunesse? C'est plutôt un livre pour les adultes qui doivent par la suite raconter aux jeunes. Parce que c'est plein de références à des éléments culturels ou historiques qu'on apprenait dans le temps des cours classiques et qui sont moins enseignés aujourd'hui. Il y a des mots dans ça également qui sont réels et que les jeunes n'ont pas encore appris ou encore qui apprendront jamais. Mais il y a beaucoup aussi de mots inventés. Alors, ceux-là, ils aiment ça d'habitude, ils en inventent. Eux, ils raccourcissent d'habitude, moi, je les allonge. D'ailleurs, je parlais justement au début, bon, vous écrivez « Royaume », R majuscule O-Y, G majuscule N-O-M-E. Alors, c'est un jus de mots. Alors, c'est un royaume, mais composé de gnomes. Alors, tout le livre est hanté par des gnomes qui interviennent continuellement dans les péripéties des aventures de Lady Rose et Gasparolf.
Oui, qui, eux, lors d'une balade dans le coin d'Irlande, s'arrêtent pour admirer le paysage et découvrent un fameux manoir. Un manoir qui va devenir leur héritage par la suite. Et toute l'histoire des ancêtres est racontée, d'abord par les gnomes, qui vont retourner jusqu'à 85 000 ans avant Jésus-Christ. Et ça, c'est la preuve, c'est écrit sur la photo qu'on a trouvée du mariage des ancêtres, là, Enelehesar Sadibar et Nerolf Nitrof. Alors, les gnomes ont raconté cette histoire et depuis ont accompagné la famille des ancêtres jusqu'à aujourd'hui où le couple vit dans un vieux manoir transformé en gîte touristique. Ce qui est un peu votre cas pareil. Aussi. Personnellement. Aussi. Mais je n'essayais pas de faire de l'autobiographie ou la biographie de mon auto. C'était pas le but. C'était vraiment d'essayer de créer une histoire dans un environnement réel parce que je suis parti d'événements réels. Mon épouse avait installé dans le jardin, un magnifique terrain, des nains de jardin. Et elle leur avait donné des noms. Et un soir qu'on soupait, moi, je me suis dit avec elle, si on les animait, si on leur donnait des rôles réels et qu'on les mêlait finalement à notre vie. Et ça a été le début de ce roman, en fait, alors, ce récit. C'est à partir des nains de jardin, parce que je voulais justement vous demander comment c'est venu cette histoire-là. C'est ça. J'avais depuis plusieurs années, d'abord j'ai étudié en littérature il y a 40 ans, alors j'avais depuis ce temps-là le goût d'écrire, mais il manquait le sujet, l'élément déclencheur. Et ça a été ce coup de pouce que mon épouse m'a apporté là, en installant comme ça sous mes yeux les nains de jardin. Et je les ai animés, je les ai fait parler dans mon langage. Et pour vérifier si c'était bon, à tous les soirs, je lisais à mon épouse un bout des textes que j'avais composés. Si elle riait, je les gardais. Si elle riait pas, je l'enlevais, je recommençais le lendemain. Malheureux, elle a duré pas mal parce que ça fait près de 300 pages. Effectivement. Et elle a même participé à la dernière lecture de correction avec moi. On a lu chacun notre tour le livre avant de l'envoyer sous presse. OK. Alors, pour donner justement un petit avant-goût, un aperçu de votre écriture, vous dites ici, pendant ce temps, le paternel cycliste s'enquérait auprès du procureur des conséquences possibles de l'absorption de stimulants illicites, comme la tisane au tilleul que lui avait servi ma femme, sur ses chances de participer au célèbre Tour cycliste de Beauce en 2002, sans risque de disqualification pour dopage. Et ça poursuit, Lady Rose et moi mêlions parfois nos voix à quelques-uns de ces dialogues. Nous aimions mieux, cependant, laisser les gens à leur libre discours afin de mieux savourer les joyaux qui s'en échappaient et qui venaient enjoliver notre littérature orale québécoise. C'est important, la littérature orale québécoise? Oui, bien sûr, parce que c'est la plus sérieuse. C'est celle qui est l'image de fond, en fait, de tout ce qu'on voit d'écriture sérieuse par la suite. En fait, tous les romans sont inspirés du langage, sont inspirés de ce qui se passe au niveau des échanges entre les gens, du comportement des gens. Et c'est chacun a sa façon de l'écrire par la suite, mais on observe d'abord ce qui se dit et ce qui se passe. Oui, parce que l'imaginaire beauceron est peuplé de légendes. Ça, je pense que je vous apprends rien. Marius Barbeau l'a dit bien avant nous. Est-ce que vos racines beauceronnes, ils sont pour quelque chose dans la création de votre ouvrage? Bien, probablement dans cette façon de raconter. Moi, d'abord, mon père a quitté la Beauce pour s'installer là, comme bûcheron au Témiscamingue, où, aidé de ma mère, ils m'ont mis au monde, malgré mon jeune âge.
Mais autour de moi, j'entendais mon père raconter les histoires de la Beauce. J'entendais toute la famille qui s'était transportée là-bas aussi raconter les histoires de la Beauce. Donc, j'avais le goût de revenir le plus rapidement possible autour de ce paysage-là, rencontrer les gens de la Beauce, où là, je me suis rendu compte que ça racontait encore plus. Alors, je n'ai pas retenu toutes les histoires qu'ils m'ont racontées. Moi, j'ai décidé que les légendes, au lieu de prendre celles des autres, j'étais pour les créer. Et c'est ce que j'ai fait avec les légendes d'Irlande. En même temps, peut-être juste un petit mot sur le chapeau. C'est les gnomes d'Irlande qui vous l'ont offert? Ou... Alors, les gnomes d'Irlande, alors qu'on appelle les petits oignons, apostrophe, là, Oui, gnome, parce que c'est irlandais. Et c'est le chapeau que portait mon ancêtre Nerolf Nitroff. C'est exactement celui-là. C'est celui-là qui est passé de génération en génération, que j'ai reçu en héritage et que vous portez fièrement que je aujourd'hui. porte. Et, celui avec lequel je raconte, parce que si j'ai pas mon chapeau, ça tombe sec, il n'y a rien qui va sortir. Justement, mais je pense pas que ça tombe sec non plus. Vous avez fait référence plus sérieusement tantôt à vos études littéraires. On retrouve aussi à l'intérieur, parce que ce n'est pas que des jeux de mots, votre livre, des phrases, moi j'ai trouvé des trouvailles, une phrase comme « des pâturages étalés en courte pointe » ou encore... Mais là, encore avec les fleurs, des plates-bandes de fleurs en flagrant délit de laisser aller. Vous avez aussi ce côté-là quand même. Oui, bien, effectivement, je suis un peu poète aussi. Mes premiers textes, il y a 40 ou 50 ans, étaient des poèmes. Alors, et j'allais chercher des expressions comme ça. Celles les courtes pointes, c'est de mon épouse. Alors, quand on a mis les pieds pour la première fois à Irlande, on arrivait par Saint-Julien et on avait vu là, des collines, des vallées avec des champs en courte pointe. Alors, c'est de là que ça vient. Et j'ai ajouté quelques floritures que j'appelle. Parce qu'effectivement, ça décrit bien le paysage, on le voit. C'est très, très, très imagé. Moi, je me disais aussi, vous n'avez jamais pensé d'en faire un livre... Je vous demandais tantôt si c'était de la littérature jeunesse. Vous m'aviez dit non, quand même. Mais vous n'avez pas eu l'idée, parce que les enfants pourraient aimer ça. Tout à fait. Et je pense le faire à partir de celui-ci, les éléments particulièrement des gnomes, on pourrait diviser le livre en différentes historiettes, différents contes sur un des gnomes avec ses particularités et lui faire vivre des anecdotes. Alors, c'est ce que j'ai l'intention de... C'est un projet et qui devrait être réalisé là, au cours des prochains mois. Et à partir de ce que j'ai là. Parce qu'effectivement, ça intéresse les jeunes, même les enfants, mes petits-enfants. L'avez-vous testé? Je l'ai testé avec mes petits-enfants, justement, qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans mon livre. Alors, pour leur raconter, ça allait pas quand je parlais des choses sérieuses, donc j'ai dû aller chercher les éléments des gnomes, ils connaissaient un peu l'esprit. Et tous les jours, ils me demandaient où est-ce qu'il y en est un tel ou un tel, la grognome ou métrognome ou philharmonique et ainsi de suite. Là. Et je devais finalement leur raconter une petite histoire avec ce gnome-là. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Un recueil pour les gens. On fait signe que le temps passe, alors on va presque enchaîner immédiatement avec le questionnaire de Proust. Si vous voulez, j'avais juste une autre petite question que je voulais savoir. Les illustrations, parce que chaque chapitre est illustré. Est-ce que c'est vous qui les avez créés? En bonne partie, effectivement. Mon épouse a 2 dessins aussi importants, là, parce que plus féminins. Et les autres sont de moi, là, dans ça. Parfait. Alors, ça s'appelle Légende d'Irlande, E-I-R-E-L-A-N-D-E, au roi gnome des Rolf. Et maintenant, le questionnaire de Proust. Votre principal trait de caractère? La bonhomie, probablement. La qualité que vous préférez chez un homme? La franchise. La qualité que vous préférez chez une femme? La féminité. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'honnêteté.
Votre principal défaut Oh, c'est de ne pas en avoir. et votre principale qualité? C'est d'en avoir. De toutes les avoir. Votre mot préféré? Oh, philosophie. Le mot que vous détestez le plus? Philosophie. Votre rêve de bonheur? Une vie de famille tranquille. Et quel serait votre plus grand malheur? Oh, ne pas pouvoir écrire. Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise à la fin de vos jours? Qu'il a apprécié mon livre, surtout. Eh bien, merci beaucoup, M. Fortin. Nous allons rejoindre Bernadette Lambert de la librairie L'Éveil pour son choix de lecture. Merci encore. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer cette semaine? Cette semaine, j'ai choisi un livre qui parle de croissance personnelle. D'ailleurs, à la librairie L'Éveil, on a une spécialité dans la croissance personnelle. Alors, le livre que je vous présente, c'est notre livre Zéro limite. C'est un livre qui est fait avec le programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore. Alors, je vais vous le présenter un petit peu d'une façon imagée. Alors, tout le monde ou presque travaille avec des ordinateurs. Alors, à un moment donné, il faut supprimer nos courriels. Et quand vous supprimez vos courriels, bien, vous dites qu'ils sont partis. Vous êtes-vous déjà arrêté où ils sont partis, ces courriels-là? Plusieurs vont dire, bien, je ne sais pas. On ne les voit plus. Alors, où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés dans le disque dur. Et éventuellement, bien, le disque dur est rempli et il faut le vider. Alors, zéro limite, bien, c'est un petit peu ça. C'est qu'avec les événements de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, surtout les négatifs, bon, on les tasse. Alors, à un moment donné, on tourne la page puis on dit, bien, ces événements-là sont passés. Alors, où est-ce qu'ils sont en allés? On pense qu'ils sont partis, mais ils ont resté dans le disque dur qui est nos mémoires cellulaires. Et ces mémoires-là, bien, c'est comme le disque dur de l'ordinateur, alors il devient tout plein, il faut le vider. Et Joe Vitale, qui est l'auteur du livre avec M. N. Lee, alors, a fait le livre, puis à partir de 4 petites phrases très, très simples, « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît et merci ». Avec ces 4 petites phrases-là, bon, c'est une méthode qui a été éprouvée pour briser des barrières et accomplir bien plus dans la vie que vous n'auriez pu l'imaginer. Alors moi, je vous invite, en toute simplicité, de lire ce livre parce que c'est une méthode qui fonctionne à merveille pour tout le monde. Alors, je ne vous en dis pas plus. Lisez le livre et vous allez voir que c'est très, très facile de travailler avec Joe Vitale, avec zéro limite. Eh bien, merci Bernadette. J'accueille maintenant, comme je vous ai dit au début, Marie-Louis Bolduc pour « L'espoir est une source de vie ». Bonsoir, M. Bolduc. Bienvenue sur le plateau de Rayon d'Influence. Avant de vous poser une question, j'aimerais lire la dédicace que vous avez faite à ce livre. Vous dites « J'offre ce livre à toutes les personnes qui désirent apporter un changement dans leur vie pour trouver le bonheur, à ceux qui cherchent l'espoir pour soulager leur souffrance. » Votre livre, c'est aussi un peu ça pour vous, hein? Oui. Oui, ça revient assez souvent des parties comme ça qui me tenaient à cœur, que j'avais, que j'ai vécu dans ma vie. Et puis, je voulais l'écrire, ça, au début. Qu'est-ce qui vous a amené? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il a fallu absolument que vous soyez opéré? Bon, parce qu'on va le dire, de toute façon, on ne dévoile rien, vous en parlez dans le livre. Il y a eu la maladie, il y a eu des opérations graves qui vous ont complètement arrêté de tous travaux. Vous ne pouviez plus vraiment travailler. Et là, à un moment donné, vous dites, j'avais des choses à raconter. Oui. Et j'ai parlé à mes proches. Comment c'est né? Bien, c'est arrivé à l'hôpital. L'histoire d'écrire mon autobiographie, c'est arrivé à l'hôpital. Après, j'ai sorti à 19 jours, mais c'est arrivé une couple de jours avant, là, Okay. environ. Là. Et puis, j'ai une fille qui est arrivée de la Californie en après-midi. Alors, elle a été la première que je lui ai parlé de ça.
Comment elle a réagi? Sur le moment, elle se posait la question. Moi, je n'ai pas son instruction. Elle dépasse 30 ans, puis elle est encore elle est rendue avec un post-doctorat. Alors, moi, elle ne s'est pas posé la question, mais elle me faisait confiance. Ils en ont parlé, eux autres. C'était la veille du jour de l'an. Ils en ont parlé, puis ils voulaient que je sorte de mon autobiographie. Eux autres... et puis... c'est venu, cette idée-là, c'est venu, je ne l'ai jamais eue auparavant. J'ai été un grand travailleur, j'ai fait beaucoup d'affaires dans ma vie. Et puis, c'est comme si tout d'un coup, j'aurais eu un autre l'air, puis qu'il n'y avait plus d'ombre au tableau. Là. OK. Là, Parce qu'on a tendance à penser, on en discutait d'ailleurs ensemble tantôt avant l'entrevue, on a souvent tendance à penser que la biographie, l'autobiographie, c'est réservé à des gens célèbres. Bon, oui, probablement qu'on vous connaît bien dans votre coin, mais vous n'êtes pas célèbre. Vous êtes, au départ, est-ce que vous n'êtes pas dit une petite inquiétude? Oh, est-ce que ça ne sera pas prétentieux? Est-ce que vous avez hésité? Non, on ne court pas après la célébrité. Ça, c'est pas une chose auquel qu'on court après. Ça vient comme ça. J'ai remarqué ça, ça vient comme ça. Au lancement de mon livre, j'ai été le premier surpris. Et plusieurs personnes de ma famille ont été surpris. Moi, je suis né d'une famille de 10, 10 enfants, puis personne ne voulait la faire, son autobiographie. Alors, moi, je voyais toute ma vie, j'ai dit, je la fais. Ouais. Alors... et en même temps, vous faites celle de votre famille aussi indirectement, celle de vos parents. Parce que ça débute, vous débutez, vous dites mes souvenirs exacts, clairs, commencent à l'âge de 4 ans. C'est ça, hein? Oui, justement. Et ensuite... Je dirais pas toutes mes souvenirs, mais on dit les plus beaux souvenirs qu'on a vécus avec nos parents, là, puis nos frères, nos sœurs. Moi, je me souviens depuis l'âge de 4 ans. OK. Et puis... c'est plein de... Oui. C'est plein de petites anecdotes. Des anecdotes touchantes à l'occasion. Moi, je pense à une parmi plusieurs, mais j'aimerais ça que vous nous la racontiez, que vous en parliez. C'est celle où il est question de nid, il est question d'avoir déplacé des oiseaux. Votre fille, cette relation-là m'a touché beaucoup. Ça, je crois que si ça vous a touché, à moi-même, ça m'a touché encore plus. Parce que c'est un peu grâce à ça aussi, si l'écriture a débuté. Okay. Ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je l'avais décrit dans un bloc-notes. Ah oui? Et aux 3 ou 4 mois, je refaisais la lecture. Pouvez-vous nous la raconter? Puis là, justement, quand j'ai décidé, c'est arrivé à ma cabane à sucre, ça. OK. Et puis... ma petite fille, elle venait me voir en vélo. Puis là, on était obligé de déplacer le nid. Quand on fait dans ce temps-là, on avait une grosse érablière. Et puis, moi, j'ai dit à ma petite fille, elle dit, papa, elle dit, les oiseaux, ils pourront plus. Ils commençaient à crier. On s'approchait de la terminaison de la dernière rangée de bois. OK. Alors, j'ai dit, va trouver une solution. Le nid, les oiseaux avaient fait leur nid à peu près dans on appelle ça les entrailles de la remise à bois. Oui. Alors, j'ai pris le nid et j'avais fait une petite tablette après le poteau. Elle devait être déplacée de 5 pieds. Ça fait que là, les oiseaux nous ont fait peur. Oh, oui. Fait que là, la suite, vous avez une petite idée, la suite... vous voulez qu'on lise dans votre livre? Oui, bien, justement. Mais je peux vous dire que le lendemain matin, les oiseaux avaient repris leur nid. Mais pas la journée même, là, ils étaient trop malades. Puis votre fille était vraiment heureuse. Là, elle était vraiment heureuse. Là, j'ai constaté bien des choses des émotions qu'on a vécues au lancement. Tout à fait. Quand
Le soir, j'avais été parler avec ma fille avant qu'elle s'endorme. Et puis, on avait parlé des oiseaux. Puis, elle avait hâte au lendemain. Ça fait que... On n'oublie pas ça. on a parlé de ce passage-là. Ça a été un passage qu'on a parlé au lancement. Il y avait le jeune âge pour représenter, je dirais, le jeune âge. J'avais une fille de 12 ans qui n'est pas une de mes enfants, qui a fait venir mes filles en avant. Et puis, on dit au lancement, on a fait un moment spécial, crucial, pour inaugurer mon livre, pour qu'il porte toujours le nom « L'espoir est une source de vie ». Oui, parce que l'espoir est constamment présent. Là, la fille avait 12 ans pour représenter le jeune âge. Donc, l'espoir encore. Et puis, mon livre a été lu par une personne à la fin, là. Oui. Une personne de 98 ans qu'on a à Sainte-Clotilde. OK. Elle a fait de la lecture de mon livre, donc à sa fête, avant les fêtes, ça s'est passé, là. Je l'ai appelée pour lui souhaiter bonne fête, puis elle s'est mise à parler de mon livre. Ah, bien justement, on va en lire un extrait pour que au moins les gens sachent de quoi il en retourne sur votre écriture. Un jour, et là, ça débute le paragraphe, ça s'appelle, ce chapitre-là s'appelle « Un accident s'est produit ». Un jour à l'école, alors que tous les enfants étaient à l'ouvrage, le nez dans leurs livres, on frappa tout à coup à la porte. Il devait être 2 heures de l'après-midi. On frappa encore, un peu plus fort cette fois, comme si la personne à la porte s'impatientait. La maîtresse s'empressa vers la porte, saisie. On a tous vu que c'était l'un des travailleurs de la glacière. Il parla à voix basse avec la maîtresse et s'en retourna aussitôt. Si vous voulez savoir ce que c'est la glacière, bien là, je vais faire comme M. Bolduc. Je vais vous inviter à lire son livre. Je vais vous dire, M. Bolduc aussi, avant de passer au questionnaire de Proust, vous remettez $1 à la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec. Oui. Et partout dans votre livre, bon, justement, on parlait d'espoir, on parlait de votre bonne étoile aussi. Monsieur Bolduc, est-ce que vous pouvez vous définir comme un homme bon? C'est ce que j'ai ressenti à fermant le livre. J'ai dit, cet homme-là a de l'air bon. Oui. Je l'ai écrit au début. Qu'est-ce que j'ai écrit au début? Je veux dire, je le respecte à tous les jours. J'en doute pas un instant, puis on va voir un petit peu quelques questions du questionnaire de Proust. Votre principal trait de caractère? Comme on disait, être bon, pour les autres. La qualité que vous préférez chez un homme? La patience. Chez une femme? L'honnêteté. Votre mot préféré? Aimer. Le mot que vous détestez le plus? Maladie. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Bolduc. Je vous remercie aussi d'avoir été avec nous pour cette édition de Rayon d'influence. Alors, c'était Marie-Louis Bolduc, L'espoir est une source de vie. C'est publié aux éditions du Mécène, collection Les mots vrais. Et Florian Fortin, Légende d'Irlande, au royaume des Rolfs, également aux éditions du Mécène, mais dans la collection Les mots inventifs. Sur ce, merci beaucoup et à la semaine prochaine.